15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec des yeux qui me scrutent. Un invité, journaliste, animateur de radio, de télévision et de podcast français, présentateur entre autres bien sûr de l'émission mythique Ce soir ou jamais, officier de l'ordre des arts et des lettres, fervent défenseur de la liberté d'expression, à retrouver tous les week-ends sur Europe 1 dans C'est arrivé cette semaine ou encore C'est arrivé demain. Frédéric Tadei vient nous voir pour sa collection de livres Birthday Books. C'est sorti aux éditions Grasset. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05. Enjoy pour les produits griffés et We Will Dance Again. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Frédéric Tadei. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité. Je tiens à dire que vous m'avez téléphoné pour me demander il y a quelques minutes à quel étage il fallait se retrouver. C'est très impressionnant d'avoir votre voix dans le téléphone. Vraiment ? Non, c'est voilà. sincère. C'est sincère. Je vieillis alors, c'est pour ça. Non, je vous assure que votre voix n'a jamais bougé, le reste aussi. Alors bien sûr, on va découvrir votre actualité dans cette émission, mais l'envie de savoir tout d'abord, puisque c'est un peu l'ADN qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, tentez en tout cas d'arriver là. Mais pour ce faire, d'abord, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels, Frédéric Tadei ? Est-ce que ça fait partie du questionnaire que vous m'aviez envoyé parce que j'ai complètement oublié ? Absolument pas, mais je suis ravie que vous l'ayez oublié. Alors donc, je peux en donner 3 autres. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? 3 mots. Orgueil, sûrement, malheureusement. Dandy, sûrement. On me le répète depuis que je suis adolescent, mais je crois que c'est vrai. Et puis, les voyages. Touriste, on pourrait dire. On peut dire touriste, oui. Touriste. J'ai toujours eu l'impression que j'étais un touriste. Touriste dans la vie ? Dans ma vie professionnelle, en tout cas. On va y venir, Frédéric Tadei, pour ce faire. Le début, toujours le début. Frédéric Tadei, vous êtes né un 5 janvier à Paris. Vous grandissez dans une famille de 3 enfants à Boulogne-Billancourt. Votre père est d'origine italienne, cadre dans une banque, et votre mère d'origine lorraine s'occupait de vous. Aujourd'hui, avec le recul de la vie, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai eu l'enfance parfaite, c'est-à-dire des parents très aimants qui vous donnent une grande confiance en vous, parce qu'ils ont confiance en vous. Donc, quoi que vous fassiez, vous savez, moi, j'ai pas travaillé avant l'âge de 29 ans, j'ai pas fait d'études non plus. Mes parents ne se sont jamais inquiétés. Vous voyez, et parfois mes amis, surtout après, leur disaient « Mais vous avez jamais été inquiet quand même ?» Ils disaient « Non, on avait confiance. » Voilà, c'est ça. Alors maintenant, je ne le regrette pas du tout. Je n'ai aucune nostalgie de mon enfance. J'ai la nostalgie de rien en général, mais surtout pas de mon enfance. Enfant, il me tardait d'être adulte. Mais vous avez eu du temps. Oui, non, mais très vite. Je voulais lire des livres d'adultes, je voulais aller voir des films à tel moins de 18 ans, je voulais mener une vie d'adulte. Je trouvais que la vie des enfants, c'était très sympa, mais ça n'avait pas grand intérêt. Et j'étais furieux, par exemple, que les films qui m'intéressaient soient interdits moins de 18 ans, parce que je me souviens que les amis de mes parents parlaient à table, ils parlaient de La Grande Bouffe, ils parlaient du Dernier Tango à Paris. Et je me disais, mais c'est pas du tout des films qui sont faits pour eux, c'est des films qui sont faits pour moi, qui ai 12 ans. Vous voyez, c'est moi qui devrais aller voir ces films-là, et j'en ai pas le droit. Et voilà, c'est une enfance très agréable. Je la souhaite à tout le monde. Donc on entend bien la passion pour la culture. D'ailleurs, on va le voir dans votre carrière, puisque ça va venir très vite. Et donc après votre bac, que vous allez quand même passer, oui, c'est mon Frédéric Tadei, examen. il faut quand même le dire, entre votre 19e année jusqu'à la 29e, vous allez beaucoup vous chercher. On vous le dit très souvent. Vous vous inscrivez à plusieurs reprises à la fac, 6 fois si je ne me trompe pas. Exactement. Mais vous n'y allez pas spécialement. Ah, j'y vais pas du tout, je passe jamais aucun examen. J'avais dit à mon père, voilà, je vais être un grand écrivain. Et je serai riche et célèbre à 25 ans. Et je dis, pour toi, ça ne change rien que je fasse des études de droit pour être avocat ou que je reste à écrire. C'était pas votre rêve, avocat, du tout ? Ça m'aurait beaucoup plu. Mais tout à coup, je me suis dit, non, il faut que j'écrive, je serai un grand écrivain. Et donc, j'ai arrêté mes études, j'ai tout arrêté. Je me suis inscrit à la fac parce que pour avoir la sécurité sociale. Et puis, malheureusement, à 25 ans, j'ai dû admettre que je ne serais pas un grand écrivain.
Et qu'en plus, j'étais même pas riche et célèbre. À la limite, c'est... Alors, célèbre, aujourd'hui, on peut dire oui, parce que vous avez une forte notoriété. Plus tard, qui va venir, riche, je ne sais pas, mais je vous laisse le soin de le garder pour vous. Et puisqu'on parle d'argent, vos parents vont vous aider pendant 10 ans, jusqu'à vos 29 ans, tant que vous passez à vous cultiver, justement, à continuer à maintenir votre cap comme cela, à nourrir votre être. Et ce que vous allez faire en lançant à 29 ans, c'est un projet. Vous allez lancer un magazine, donc comme quoi l'écriture reste quand même au cœur de ce que vous avez envie de faire. Le magazine s'intitule Maintenant. Vous collaborez ensuite au magazine Actuel. Votre patte se fera lire aussi dans l'Idiot International. Vous tiendrez chaque mois vos carnets de voyageurs modernes. On retrouve le voyage, Frédéric Tadei, dans le Figaro magazine. Et on découvrira un peu plus tard un talent d'intervieweur dans le magazine GQ. Vous me direz ce qu'il y a en commun entre vous et Frédéric Beigbeder, mis à part le prénom. Ma sœur. Telle qu'il nous a présenté, elle le connaissait, elle l'a connu avant moi, et on s'est tout de suite bien entendu avec Frédéric. Monde très différent, et puis lui c'est un écrivain, moi pas. Moi j'ai renoncé. Si alors je sens un petit syndrome de l'imposteur qui commence à pointer le bout de son nez. On va y venir dans un instant, Frédéric Tadei, mais voilà, je parle de Frédéric Beigbeder parce que vous le remplacez en tant qu'intervieweur dans le magazine GQ. Vous interviewez des personnalités, vous serez de nouveau en remplacement de Beigbeder à la direction de la rédaction du magazine Lui. À ce stade de votre carrière, là on parle de presse écrite, on va venir à la suite dans un instant, mais est-ce que là vous vous dites pas quand même, bon, j'ai réussi un petit truc? Oui, bien sûr, mais vous savez, là, chronologiquement, tout ça arrive après que j'ai fait de la télévision, une grande partie de ça. C'est vrai que je commence dans la presse écrite, j'ai créé un magazine pour me faire engager dans la presse où je connais personne. Jean-François Bizot me fait venir au magazine Actuel, de là je descends à Radio Nova, et puis à partir de là, en fait, ma carrière, c'est 8 coups de téléphone, c'est-à-dire, c'est le premier coup de téléphone, c'est Canal+, qui m'appelle à Radio Nova pour que je vienne à Canal, etc. Et après, je reviendrai à la presse écrite, dans Numéro, d'abord, le magazine de mode, pour qui je vais faire le tour du monde pendant 5 ou 6 ans. Seulement après, j'irai au Figaro magazine, et puis Lui, c'est encore après. Et voilà, après, c'est le même. J'écris des articles un peu littéraire, parce que c'est vrai que j'ai tellement eu envie d'être écrivain que j'ai pris un tour, une façon d'écrire dans les journaux qui reste un peu littéraire, mais je ne me prends pas du tout pour un écrivain. Je pense que d'abord, pour moi, l'important, c'est d'être un grand écrivain. Si vous voulez, tout le monde peut être artiste. Il faut être un grand artiste. Je pouvais pas être un grand écrivain, donc j'ai laissé tomber, mais je n'ai aucun regret. J'ai pas d'aigreur à ce sujet. À un moment, je me suis dit, de toute façon, il est plus facile d'entrer dans l'histoire de la télévision que dans l'histoire de la littérature. Dans l'histoire de la littérature, il y a vraiment des géants. Il y a un chemin. Dans les histoires de la télévision, il y a encore des places. C'est plus simple. Quoique, on est très nombreux à vouloir y accéder et très peu à avoir ces places. Soyons honnêtes, Frédéric Tadei. En parallèle et dès vos débuts, vous l'avez dit, vous présentez sur Radio Nova une chronique littéraire. Alors là, on est dans une case de chroniqueur intitulée « Aujourd'hui, j'ai lu pour vous ». 4 ans plus tard, on vous voit sur Canal+, comme chroniqueur dans la première partie de Nulle part ailleurs. On est entre 94 et 98 au sein de la bande de Jérôme Bonaldi. Quel souvenir de ses débuts en télévision? Parce que c'était une très belle époque. C'était une époque très agréable à Canal+. Canal+, c'était un peu l'entreprise mythique pour tous les Français. Tout le monde avait envie de travailler à Canal+. Et c'est vrai que c'était très agréable d'y travailler. Moi, je vais vous dire, je m'en souviens. Moi, je suis arrivé à la télévision en touriste, ça c'est sûr, mais un peu comme ça me semblait être une aventure moderne. Vous voyez, à la fois faire de la télévision et surtout la célébrité. Parce qu'avec la télévision, forcément, vient la célébrité. Elle peut être toute petite, mais enfin, elle vient. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que ça va me faire? Voilà, donc ça m'amusait. Et qu'est-ce que ça a fait? Je me souviens, Jérôme Bonaldi m'avait fait faire le tour de la maison et puis m'avait présenté un vieux technicien de l'antenne. Je ne sais plus de qui il s'agissait. Et comme ça, il lui a dit, voilà Frédéric, qui va être à l'antenne. Et être à l'antenne, ça veut dire que vous allez être de ceux qu'on va voir. Parce qu'il y a tous ceux qui travaillent à la télévision qu'on ne voit jamais. Et je me souviens du regard de ce technicien et j'avais cru comprendre dans ce regard qu'il se demandait si j'allais être un gros con, vous voyez, quelqu'un qui va se prendre effroyablement au sérieux, quelqu'un que la télévision va lui monter à la tête, quelqu'un qui a des revanches à prendre, qui devient insupportable, qui drague lourdement les filles, etc. Ou pas.
Et je m'étais dit ça, peut-être que j'ai rêvé d'ailleurs, peut-être qu'il pensait pas du tout à ça. Mais j'aime à penser qu'il pensait ça et que je l'ai pas déçu. Et alors, vous êtes quel genre de partenaire de travail, Frédéric Tadei? Parce que, je le disais tout à l'heure, on va l'évoquer dans un instant, on s'est croisés à Europe 1. On ne s'est jamais vu. En tout cas, moi, je ne vous ai jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu. Pourtant, ça fait depuis 2005 que vous êtes dans ces locaux-là. Quel genre de partenaire vous êtes? Écoutez, j'espère que je ne laisse que des bons souvenirs. Je n'ai jamais engueulé qui que ce soit. Je suis toujours directeur de la rédaction, comme ça personne peut me dire quoi que ce soit, fais ceci ou fais cela. Mais en échange, je n'emmerde jamais ceux qui sont en dessous de moi. Je ne leur en veux pas, je répare les conneries quand ils en font. Je trouve que quand on est le mieux payé, la moindre des choses, c'est de respecter. C'est non seulement de respecter les autres, mais de les protéger, de travailler plus qu'eux. Et maintenant, je suis pas non plus le genre à remercier à la fin de l'émission et je remercie un tel et je remercie un tel et je remercie un tel. Vous voyez ? Non. D'abord, mais pour une raison simple, c'est pas parce que je les remercie pas, parce que je pense que ça emmerde les auditeurs ou les téléspectateurs qu'on leur fasse la liste de tout ça et qui on a travaillé. Mais je me souviens quand on faisait Ce soir ou jamais, au moment où j'ai signé pour cette émission, Patrice Duhamel, qui était le numéro 2 de France Télévisions, m'avait dit, tu sais, t'en as pris pour 10 ans. Ça va durer 10 ans. Et effectivement, j'étais sûr que ça allait durer 10 ans. Ça veut dire 2 présidences. Hein. Ça veut dire que la 3e présidence allait vous virer. Et chaque année, à la fin de l'année, il y avait toujours un pot, une fête. Et on me demandait un discours et je leur disais, je vous fais le même discours que l'année dernière. Ça a été formidable. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir remercié à chaque émission, mais ça aurait été fastidieux. Et il nous reste tant d'années. Voilà. Et vous l'avez maintenu jusqu'à la fin, il me semble, à un moment donné. Vous avez dit plusieurs choses à la télévision dans Ce soir ou jamais, notamment quand il y a eu un passage avec les réseaux sociaux qui ont commencé à se développer avec Internet. Vous avez eu ce mot-là, un peu avant-gardiste. Et donc, par la suite, puisqu'on parle de télévision, vous allez remplacer Thierry Ardisson dans l'émission Paris Dernière sur la chaîne de télévision Paris Première. Dans le même temps, l'émission Dardar sur France 2 vous fait connaître du grand public à la fois avec un mini-magazine d'1 minute 30 programmé après le journal télé du dimanche soir où vous racontiez les dessous et les à côté d'une œuvre d'art. Et ça, c'est toujours quelque chose qui cartonne. Ça avait cartonné, mais c'était presque de la télévision de contrebande. Vous savez, quand on vous place à un carrefour comme ça d'audience, vous êtes juste pour après le journal. Aussi, Frédéric Tadei. Non, pas du tout. C'est parce que à ce moment-là, je faisais déjà Paris Dernière, mais on ne me voyait pas. Mais ça, c'était un petit programme court sur l'art. France Télévisions, à la fois, au début, ne voulait pas tellement le mettre, il trouvait ça très bien, mais il se disait on ne trouvera jamais de sponsor. Et puis, je trouve que le ministre de la Culture et de la Communication qui arrive à ce moment-là, c'est Jean-Jacques Aillagon. Et comme souvent les ministres de la Culture et de la Communication de droite, ils se plaignent auprès du service public qu'il n'y a pas assez de culture. Alors, embarrassé, le service culture lui dit attendez, on a une émission formidable, là, on va la mettre à l'antenne. Et c'était Dardar. Et ils la mettent à un endroit très bien exposé le dimanche à 20h30. Mais vous êtes donc après le journal, juste après, enfin, il y a énormément de monde, mais vous êtes là en contrebande, au milieu de la pub, si vous voulez. Et là, vous leur parlez d'art. Mais il se trouve que l'émission a effectivement eu beaucoup de succès. Les gens auraient pu s'en désintéresser, comme ils se désintéressent de la pub. mais ils ont beaucoup aimé cette émission et elle a duré 16 ans. En même temps que nous parlons, je vois que Rachida Dati a annoncé une holding de l'audiovisuel public pour janvier 2025. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je n'ai aucune opinion là-dessus. Vous savez, je me suis débarrassé de mes opinions. Et alors là, en l'occurrence, savoir s'il faut une holding pour rassembler France Télévisions, Radio France, etc. Franchement, je n'ai aucune opinion là-dessus, sincèrement. J'entends que vous en êtes départi, comme vous dites. On parlait de cette carrière de présentateur, intervieweur, en parallèle de tout cela, qui s'ouvre aussi à Europe 1, dont nous parlions il y a un instant, avec les émissions d'abord Regarde les hommes changer, Regarde le monde changer. C'est aussi la période où on vous retrouve dans l'émission culturelle quotidienne Ce soir ou jamais, en deuxième partie de soirée sur France 3, puis sur France 2, une émission que je pense qui a cartonné, puisqu'elle a duré 10 ans, et c'est là où moi je vous ai découvert, en tout cas Frédéric Tadei. Est-ce que pour vous c'est là la révélation au grand public, en tout cas pour moi,
Qu'est-ce que vous pensez? C'est Paris Dernière, beaucoup, qui était plus confidentiel. C'était regardé par 400 000 personnes, mais c'était 400 000 personnes, 400 000 happy few, vous voyez, aussi bien à Paris qu'en province d'ailleurs. Et c'était une émission Ne me voyez pas, c'était fait en caméra subjective. Ma voiture était très célèbre dans Paris à l'époque, puisqu'on la voyait dans l'émission, alors que moi, on ne me voyait pas. Quand je garais ma voiture, les gens reconnaissaient ma voiture, je passais à côté, les gens ne me reconnaissaient pas. J'adorais ça. Je trouvais que c'était très, très, très chic d'être que votre voiture soit plus célèbre que vous. Et j'ai beaucoup aimé faire cette émission, d'autant plus que je la réalisais, donc je la montais aussi, tout ça était tout à fait passionnant, et c'était une émission qui me ressemblait énormément. Mais j'ai beaucoup aimé faire Ce soir ou jamais, où là tout à coup je revenais à une télévision beaucoup plus traditionnelle, dans un studio, en direct, avec une table, des gens assis autour, et avec un challenge qui était comment faire une émission culturelle qui marche, dont on parle. Parce que c'est ça qu'on met dans des fenouilles d'émissions culturelles qui marchent au sens où on en parle. Elle a bien marché aussi en audience, puisque pendant 10 ans, elle a fait au moins 700 000 téléspectateurs, et même du temps où elle était en quotidienne, on faisait à peu près 700 000 téléspectateurs, qui pour une émission aussi ambitieuse était quand même énorme. Je recevais là des intellectuels qui ne venaient plus à la télévision depuis très très longtemps et qui tout à coup sont revenus. Il y avait des débats que les gens suivaient avec beaucoup d'intérêt, et j'étais, je dois dire, assez fier de moi de m'en être sorti, de revenir à la télévision traditionnelle, alors que je croyais que ça n'arriverait plus, puisque j'étais parti dans les rues de Paris avec une petite caméra dans la main. Je me trouvais très très moderne, et puis tout à coup me retrouver sur un studio, je me dis mais est-ce que je vais y arriver? C'est ça, quelque chose de beaucoup plus tradi. Oui, plus traditionnel, et puis en direct je me suis dit, en plus je me refusais à couper mes invités quand ils parlaient, donc je me disais mais je ne maîtrise pas le rythme comme on peut le faire quand on filme son émission, qu'on la réalise et qu'on la monte, et là j'avais l'impression que je ne maîtrisais plus le rythme, et néanmoins cette émission avait du rythme, elle avait un rythme très particulier, mais en tout cas personne ne s'est plaint qu'elle était trop lente ou ennuyeuse, donc je m'en suis bien sorti. Il y a eu des séances cultes, forcément, vous me regardez, vous vous doutez desquelles je veux parler, forcément Frédéric Tadei, notamment le craquage d'Alain Finkielkraut. Non, il n'a pas craqué, vous savez que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il me disait c'est terrible, le jour où je mourrai, c'est cet extrait-là qu'on passera à la télévision. Bah écoutez, on va le faire avant alors, un petit extrait avec un autre à la fois. Ce fantasme que monsieur entretient, il y tient, de l'Europe qui devrait refouler donc zéro tolérance pour l'immigration, donc se refermer. Je vais terminer. Je vais terminer. Pas ça, ce que j'ai proposé. Donc, si cette Europe-là, vous comprenez bien. Je termine, vous y allez. Si l'Europe veut s'enfermer, non, c'est pas moi qui fais l'émission, c'est monsieur Tadei. D'accord. Donc voilà, mais moi je défends mes idées. Bon, cette Europe-là qui aurait une illusion de tranquillité en s'enfermant dans ses frontières, je n'y crois pas à sa sécurité. Et je vous explique pourquoi. Le fromage que vous produisez en Hollande, vous le vendez où? Donc parce que si vous voulez vous enfermer... Pas en Libye. Non, mais je termine, vous allez répondre. Donc si vous vous enfermez, il vous faut manger, monsieur. Il vous faut un certain nombre de biens. Il vous faut de quoi tenir dans votre forteresse. Oui, mais je termine. Je parle de Maurice Barrès pour dire qu'à un moment donné, le discours romantique de l'appartenance, l'importance donnée par le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières, conçu comme son propre fondement. Maurice Eh bien, ce discours... Non, laissez-le. Non, Abdel Raouf Dafri, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Frédéric Tadei, on vient d'entendre cet extrait avec Alain Finkielkraut, forcément qui a marqué les esprits. Dans cette émission, beaucoup d'invités, vous nous l'avez fait comprendre, créer la surprise, rendre une émission culturelle intéressante. Forcément, il y a toujours des invités qu'on angoisse, qu'on a peur de recevoir, et d'autres au contraire où l'on se dit c'est intéressant parce que ça va créer le débat. Ce débat, certains, alors on va parler de Patrick Cohen comme d'autres, ont dit que vous donniez la parole à des cerveaux malades. Moi, ça me fait sourire aujourd'hui parce que je sais que vous êtes un grand défenseur de la liberté d'expression, que vous revendiquez, vous avez raison. En décembre 2007, d'ailleurs, vous avez reçu un prix pour le journaliste qui a fait preuve de talent et d'éclectisme, en particulier dans l'exercice de l'interview ou de l'entretien. Et je vais faire une petite transition. Aujourd'hui, je pense que vous devez être très amusé de voir que les médias donnent la parole à tous,
que cela soit sur le plateau de Cyril Hanouna sur C8, sur CNews ou bien même dans C'est ce soir sur France 5. Je prendrai l'exemple de Rima Hassan par exemple. Et je dirais même sur toutes les chaînes jusqu'au plateau de Léa Salamé avec Christine Dupont-de Ligonnès sur sa vision jugée complotiste sur le supposé crime de son frère que l'on peut croire ou pas si l'on lit le livre en détail. Ce qui est amusant, effectivement, vous avez raison, c'est que tous ceux que j'ai invités dans Ce soir ou jamais, et pour un certain nombre qu'on m'a reproché d'inviter... Comme Dieudonné, par exemple, mais qui avait eu aussi la parole chez Thierry Ardisson. Mais Dieudonné, en plus, il était face à la LICRA, si vous voulez. Oui, donc c'est un vrai débat. C'était un vrai débat, c'était pas une tribune. Mais aussi comme Gilles William Goldnadel, que personne n'invitait, que Meir Habib, qui est venu débattre avec Shlomo Sand. Et les deux me remercient aujourd'hui d'avoir organisé ce débat où ils étaient absolument pas d'accord, hein, mais ils étaient très contents de pouvoir débattre. Tous ces gens-là, effectivement, maintenant ont accès à la télévision, alors pas sur les mêmes chaînes, mais c'est vrai que ça s'est ouvert. Alors ça s'est ouvert et peut-être ça s'est refermé aussi, puisqu'aujourd'hui on a tendance peut-être à inviter les gens avec qui nos téléspectateurs sont d'accord, si vous voulez. C'est plus tellement sous une forme de débat. Moi, c'était des débats. Il y avait des gens qui acceptaient de s'écouter, de se contredire, de s'entendre, même s'ils n'étaient pas d'accord. C'était le signe de la démocratie. Un débat, c'est le signe que la démocratie est en bonne santé. Quand il n'y a plus que des clashs, ou quand les gens parlent tout seuls, ou quand on ne veut plus parler avec ses adversaires, quand on parle tout seul sur une chaîne YouTube, etc. Là, c'est différent. Malheureusement, parfois, ça peut mener à la guerre civile. C'est-à-dire, c'est l'incapacité à considérer l'autre comme un interlocuteur, ce qui est à la fois triste et qui peut être tragique. Frédéric Tadei, je suis d'accord avec vous et j'entends que tout le monde a le droit à la parole, j'en conviens. Mais la question que je me pose et qui est loin d'être faussement naïve parce qu'elle est tout à fait personnelle, c'est est-ce que sous couvert finalement de notre liberté, de la presse, d'expression pour les personnes que nous sommes en tant que journalistes, nous n'avons pas laissé infuser le venin dans les veines des téléspectateurs en donnant du crédit à ceux qui parfois, en toute conscience, n'en méritaient pas? Alors, pour vous répondre, d'abord, je suis pas aussi grand défenseur de la liberté d'expression que vous le dites. Je le suis dans les limites de la loi. Et la loi en France est assez restrictive. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas dire, et je trouve ça très bien. Donc, en ce qui me concerne, sur le plateau de toutes mes émissions, il n'y a jamais eu de problème. Jamais il y a quelqu'un qui a dit quoi que ce soit qui était répréhensible. Jamais. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours dit, quand vous animez une émission de service public, non seulement vous devez être neutre, ce qui est mon cas, j'ai aucun mal à l'être, c'est presque une profession de foi chez moi. Donc il faut être neutre, mais en plus, il faut que à peu près toutes les visions du monde soient représentées. Il ne faut pas que les uns aient l'impression que les autres ont la parole et pas eux, ou qu'ils n'ont pas de représentants. C'est très important, parce que ça aussi, ça crée de la violence, d'avoir l'impression que les autres ont tous les droits et que vous, personne jamais ne vient vous représenter. Donc, je pense qu'au contraire, il est important, dans les limites, encore une fois, de la loi. Et moi, c'est simple, ma déontologie, à savoir qui j'invite. J'invite celui dont tout le monde parle. Vous parliez de Dieudonné, tout le monde parlait de Dieudonné à ce moment-là. Ça me paraît normal que Dieudonné puisse se défendre. Mais à ce moment-là, en face de lui, il y a la LICRA et il y a Thierry Lévy, qui est un avocat célèbre qui malheureusement est disparu aujourd'hui, dont j'étais très proche. Donc, il n'y a pas de tribune, mais il peut se défendre. Et puis, deuxièmement, il faut... Je l'ai toujours dit, ma déontologie, elle est simple. À partir du moment où les gens ont leur livre, leur spectacle, leur film autorisé à la vente libre, je ne vois pas au nom de quoi, moi, animateur de télé, je serais plus sévère que le ministre de l'Intérieur. Le jour où Manuel Valls a interdit le spectacle de Dieudonné, je me souviens qu'on en a parlé dans Ce soir ou jamais, mais je n'ai pas invité Dieudonné. Merci pour ces mots, Frédéric Tadei. Tout de suite, c'est le rappel des titres. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Passé de 2 minutes sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour.
Bonjour Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. L'offensive israélienne à Rafah semble avoir commencé. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a annoncé que l'un de ses entrepôts avait été touché par une frappe dans la ville la plus au sud de la bande de Gaza. Information néanmoins non confirmée pour le moment par Israël. Tsahal a éliminé un haut responsable du Hamas au Liban, Hadi Mustafa, chargé des activités terroristes internationales. Il a été ciblé par un drone israélien près de la ville de Tyr, dans le sud du pays. Un attentat à l'arme blanche a fait 2 blessés ce matin à l'entrée de Jérusalem au niveau du poste de contrôle des tunnels. 2 membres des forces de sécurité visés par un Palestinien de 15 ans venu de Judée-Samarie. Il a été neutralisé. L'armée américaine multiplie les attaques contre les Houthis pour protéger le commerce international en mer Rouge. Cet après-midi, les rebelles ont fait état de 3 attaques anglo-américaines contre l'aéroport d'Hodeïda au Yémen. En France, Marco Mouli, l'une des figures de l'escroquerie géante à la TVA sur le marché du carbone, s'est rendu au tribunal judiciaire de Paris en vue de son incarcération. « Je ne vais pas en cavale, je me rends. La cavale n'existe plus », a-t-il déclaré à la presse dans le hall du tribunal. Le président Emmanuel Macron a dénoncé lors du Conseil des ministres des propos inqualifiables et parfaitement intolérables, rapportés hier lors d'une mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po Paris. « Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste ». Voilà ce qui a été crié dans un amphithéâtre à une étudiante membre de l'Union des étudiants juifs de France qui tentait de pénétrer dans la salle. Enfin, un hommage national sera rendu la semaine prochaine aux Invalides en mémoire de Philippe de Gaulle, mort aujourd'hui à l'âge de 102 ans. Le fils aîné du général de Gaulle était un ancien amiral et sénateur. Il avait mis fin à sa carrière militaire en 1982. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Frédéric Taddeï et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Un message d'Israël Tzedaka by Kalita. Depuis le 7 octobre, Israël est en guerre. Des milliers de morts et de blessés, des orphelins, des veuves. Israël Tzedaka by Kalita, depuis le 7 octobre, a pris en charge 3292 familles, dont plus de 6000 enfants, ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays. Face à ces nouveaux défis, Israël Tzedaka by Kalita, la seule association qui œuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones, devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide. Jeudi 14 mars, grande journée de collecte sur Radio J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des Olim francophones en difficulté. Israël Tzedaka by Kalita, 01 77 38 49 34 et israël-tzedaka-by-kalita.org.il. CERFA en retour. Israël Tzedaka by Kalita, la solidarité en action. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous en direct jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Frédéric Taddeï pour sa collection de livres Birthday Books sortis aux éditions Grasset que Radio J vous offre pour gagner un ouvrage très simple. Téléphonez gratuitement au 01 77 62 72 89 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone avec un mot de passe Taddeï. Et puis, premier arrivé, premier servi. Et puis, c'est l'occasion de le dire, on vous retrouve aujourd'hui, Frédéric Taddeï, avec cette collection de livres passionnants sortis aux éditions Grasset, Birthday Books, tout ce que les gens célèbres ont fait ou pas, à toutes les époques et dans tous les domaines, de 15 à 50 ans. 15 sont prêts, 25 sortiront bientôt. Non, 15 sont sortis, 25 sortiront sont prêts. Plus tard. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ils sont prêts, ils sont tout chauds et possible de les acheter. La question, c'est que faisaient nos idoles à nos âges ? C'est un peu ça. Je me suis dit au départ, tiens, ce serait le cadeau d'anniversaire idéal. C'est-à-dire qu'on vous offre pour votre anniversaire un catalogue d'expériences vécues,
tout ce que les gens célèbres, tout ce que les gens qu'on a connus ont fait, effectivement, ou ont raté d'ailleurs, parce qu'ils ratent beaucoup aussi avant de réussir un truc, ou parfois ils ratent beaucoup après avoir réussi un truc. Enfin, bref, qu'on sache tout ce qu'ils ont fait à notre âge, dans tous les domaines et à toutes les époques. Ce serait effectivement le cadeau d'anniversaire idéal. Et puis en le faisant, je me suis aperçu que, mais c'est bien plus que ça. Au fond, l'âge, c'est l'angle mort de toutes les histoires, de l'histoire de l'art, de l'histoire de la littérature, de l'histoire de la politique. Et on sait toujours à quelle date les gens ont fait quelque chose, mais on ne vous dit jamais à quel âge. Voilà. Eh bien, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que très souvent, quand je me renseigne sur un invité dans une émission, je vois en effet la date, mais jamais l'âge. Et j'ai pris pour habitude de donner l'âge à laquelle la personne a fait telle ou telle chose. Et vous le dites très justement, l'âge est un quartier de la vie que l'on habite tous ensemble, même si ce n'est pas au même moment. Vous dites le succès n'a pas d'âge, les catastrophes non plus. Et c'est vrai que quand on regarde votre carrière à vous, Frédéric Tadei, l'âge n'a pas eu d'importance. Finalement, vous avez fait ce que vous avez voulu, quand vous l'avez voulu. Oui, enfin pas forcément quand je l'ai voulu. Vous auriez voulu que ce soit plus tard. Ou plus tôt parfois, on ne sait pas. On le disait tout à l'heure, je n'ai pas fait d'études. Vers 27 ans, 26, 27 ans, je me suis dit, j'ai été bête de ne pas faire d'études, j'aurais adoré ça. Vous auriez fait quoi alors, au final? Je ne sais pas, moi tous mes copains sortaient de Sciences Po, de l'ENA, ou de HEC. Alors c'est sûr que j'aurais fait HEC, aujourd'hui je pense que j'aurais un chalet à Courchevel et je serais à la retraite. Vous voyez, j'aurais fait de la pub ou je ne sais pas quoi. Et si j'avais fait l'ENA, je pense pas que je serais ministre, je détesterais ça. Mais bon, il y a des tas d'autres trucs qui peuvent être intéressants quand on a fait l'ENA. En général, quand on a fait l'ENA, on se retrouve patron d'une entreprise du CAC 40, vous voyez. Ou président. Voilà, ou président. Enfin bref, ma vie aurait été totalement différente, c'est évident. Mais à l'âge où on fait des études, j'avais pas envie d'en faire. Et puis après, j'ai un peu regretté. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis dit que c'était aussi une façon de décomplexer les gens qui se disent non, je ne veux pas faire ci ou ça, je suis trop vieux, ou il n'y a pas d'âge. Ou trop jeune. Il n'y a pas d'âge et les jeux ne sont jamais faits. C'est ça le plus intéressant. Vous apercevez, parce qu'au fond, ces livres sont des allégories. Tous ces gens connus sont là en notre nom à tous. Ils hésitent, ils se trompent de voie, ils ont de la chance ou ils n'ont pas de chance. Ils réussissent, ils ratent, ils réussissent, ils ratent. Parfois, ils réussissent une seule fois et tout le reste de leur vie, ce ne seront que des ratages. Et pourtant, on se souvient d'eux quand même, etc., etc. Et vous l'avez dit, en effet, c'est moi, si j'ai 15 ans aujourd'hui et que j'ai des difficultés à l'école, et si on m'offre le birthday books de mes 15 ans, qu'est-ce que je découvre? Qu'Albert Einstein, à 15 ans, se fait virer du lycée pour indiscipline et qui passera jamais son bac. Et ça me rassure. Ou je m'aperçois qu'Yves Saint-Laurent, à 15 ans, il est harcelé au lycée. On lui rase entièrement le corps, on lui rase les cheveux, les sourcils, le pubis, tout. Et d'ailleurs, ça fait faire partie de l'énergie qui va mobiliser ensuite pour réussir. Le jour même, il dit à ses parents, vous verrez, un jour je serai riche et célèbre. Et personne ne le croit. Et il le sera. Et en général, ça fonctionne. Quand les enfants disent ça, il y en a quelques-uns qui ont réussi avec cette force de conviction. Frédéric Tadei a 15 ans, puisque c'est le livre que j'ai dans les mains, on découvre que Kylian Mbappé est sélectionné 2 fois dans l'équipe de France des moins de 17 ans. Pour la case 20 ans, on apprend que Carla Bruni est mannequin. À 30 ans, vous voyez, je le fais sans même avoir tout lu, parce que chacun peut prendre le plaisir qu'il veut, à aller où il veut, et à tous les moments, finalement, dans sa journée, se dire, alors je vais peut-être découvrir quelque chose que je sortirai ce soir à table. Yves Montand et Simone Signoret se marient à 30 ans, et encore à 40 ans, eh bien, Gélibert Bécaud chante « Je reviens te chercher ». Et je vais vous en donner un autre qui est dans le 37 ans, mais il se trouve qu'on est sur Radio J. Quel âge avait Theodor Herzl quand il a fondé le mouvement sioniste international? Si vous allez me dire 37 ans. 37 ans, bravo. Je l'ai dit dans la phrase. C'est ça. Pardon. Oui, vous voyez, je suis très mauvais pour les gens radiophoniques. Avec moi, tout le monde gagne. Mais c'est amusant. Pourquoi je vous le cite? Parce que ça fait partie des âges qui m'ont étonné. Au moment où je travaillais là-dessus, évidemment, j'ai été constamment étonné, puisque, vous l'avez dit, on ne dit jamais l'âge. Et Herzl, je voyais un vieux monsieur. J'étais sûr que c'était un vieux monsieur. Et non, il a 37 ans. C'est pour ça que quand il dit
L'État d'Israël a été fondé, là, maintenant, à Bâle, puisque ça se passe à Bâle, et on le verra dans 5 ans ou dans 50 ans, mais on le verra. C'est un homme jeune, en fait, qui dit ça. Et effectivement, ce sera dans 50 ans. Il ne le verra pas, mais ce sera dans 50 ans. Mais il a le temps. Ça me fait sourire, Frédéric Tadei, parce que je vais me remettre en question. Vous avez dit 37 ans, Théodore Herzl avec Israël, et c'est mon âge. Donc je me mets peut-être un petit peu en question aujourd'hui. Quelles sont les histoires qui vous ont le plus troublé, étonné, amusé ? C'est plus des découvertes d'âge. En fait, très souvent, quand on vous raconte l'histoire avec des dates, on vous la raconte à l'échelle historique et c'est tout à fait normal. Dès l'instant où je vous la raconte dans les Birthday Books avec des âges, je vous la raconte à l'échelle humaine. Si je vous dis Napoléon est né en 1769, il est devenu premier consul en 1799, empereur en 1804, et puis Waterloo en 1815, il part pour Sainte-Hélène. On ne s'identifie pas. Mais non, c'est à l'échelle historique. Maintenant, je vous le raconte à l'échelle humaine. Vraiment à l'échelle humaine, Napoléon, c'est un type qui réussit jeune. À 24 ans, il est général. Mais à 25 ans, il est en prison. Il sort de prison, il n'a plus un rond. Il écrit un roman. Et il ne se doute pas que 5 ans plus tard, à 30 ans, il va être au pouvoir. L'apogée de son pouvoir, il a 42 ans. À 42 ans, la France compte 130 départements. Et là, il a une idée idiote. Il décide de partir à la conquête de la Russie. Il a 42 ans. Et donc, tout va s'écrouler. Et à 45 ans, il part pour Sainte-Hélène. Napoléon, c'est fini. Vous voyez ? Et là, tout à coup, à l'échelle d'une vie d'homme, on comprend mieux. Et oui, et c'est plus sexy, comme on dit dans notre jargon dans le métier. Je crois savoir qu'à 18 ans, vous êtes dans la même situation que Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Pas tout à fait, parce que Nicolas Sarkozy a une appétence pour la politique, à mon avis, plus tôt. Mais admettons, à 18 ans, lui et moi, nous avons notre bac B économique de justesse, à peu près, sans éclat. Vous voyez, on est le genre d'élèves qui on dit tout le temps, pourrait mieux faire. Voilà. Et on s'inscrit tous les deux en droit, pas ensemble, pas en même temps, même pas la même année, mais dans les Birthday Books, ça rime à ça. On s'inscrit en fac de droit et pour être avocat, tous les deux. Et lui va être avocat et moi pas, puisque je vais même pas passer un seul examen. Mais à ce moment-là, si j'ai 18 ans et qu'on m'offre le Birthday Books avec Nicolas Sarkozy, je sais qu'à ce moment-là, je peux encore être président de la République. Et forcément, ça donne envie. Eh bien, je recommande chaudement ces livres pour lesquels je me suis demandé comment vous vous étiez documenté et combien de temps vous avez mis à les écrire. Écoutez, j'ai eu l'idée, j'avais 56 ans. Et ça vient de sortir, j'en ai 63. Donc ça a pris un petit moment. Ça a pris un petit moment, mais c'est sûr que ça... D'abord, personne n'avait jamais pensé à faire des livres sur l'âge. Donc vraiment, au monde, il n'y a aucun équivalent. Mais aussi, pourquoi ? Parce que ça n'est possible que parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à la plus grande bibliothèque du monde. Donc non seulement on sait les dates de naissance de tout le monde, y compris de Cléopâtre. Parce qu'il y a Cléopâtre, il y a Nicolas Sarkozy, il y a Cléopâtre, il y a Claude François, il y a Johnny Hallyday. Il y a tout le monde. Donc, il faut leur date de naissance. Et puis après, il faut avoir les dates de tout ce qui leur arrive. Et il faut pouvoir les vérifier. Parce que parfois, on a des doutes. Donc, tout ça nécessite forcément un accès à Internet illimité. Et à recouper nos infos. Pour pouvoir recouper nos infos. Et franchement, je pense que ça fait 10 ans qu'on pouvait les faire et j'ai commencé à y penser il y a 7 ans. Donc, j'étais dans les temps. Félicitations Frédéric Tadei, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont arriver encore. Actuellement, on vous entend sur les ondes d'Europe 1 le week-end, dans C'est arrivé cette semaine, c'est arrivé demain. Est-ce qu'il y a d'autres projets ? J'aimerais beaucoup vous revoir en télé. Vous êtes gentil. J'étais sur CNews jusqu'à Noël, dans Les Visiteurs du Soir. Non, là, il n'y a pas de projet en télé. Très sincèrement, ce qui m'excite le plus en ce moment, c'est les Birthday Books. Donc, il y en a 15 déjà qui sont sortis. Déjà, je me dis, oh là là, on a oublié un tel. Vivement la réédition pour qu'on puisse corriger. Et puis, il y a surtout les 25 autres qui attendent d'être sortis, que je suis en train de maqueter, de vérifier pour la dernière fois. Et je sais que je vais quand même oublier des gens et qu'il faudra aussi les rééditer. Donc, c'est ça qui m'excite le plus en ce moment. Frédéric Tadei, vous êtes venu nous voir pour votre collection de livres Birthday Books sortis aux éditions Grasset. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez gagner un ouvrage très simplement. Téléphonez gratuitement au 01 77 62 72 89 77
07 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre adresse, numéro de téléphone et puis le mot de passe TADI. Et puis premier arrivé, premier servi. Dans cette partie d'émission, eh bien, on a l'habitude de découvrir la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour Christophe. Parlez-vous le latin, cher Cyrielle, et votre invité? Prima facie, c'est une expression utilisée en droit. Elle signifie de prime abord, à première vue. Elle permet à un avocat de décrire les apparences avant de plonger en profondeur vers la vérité des faits. Ainsi procède Tessa, jeune avocate talentueuse et mordante, pour détruire les témoignages qui accablent ses clients, notamment quand ils sont accusés de délits sexuels. Un soir, son petit ami, un ex-collègue de travail avec lequel elle a noué une relation récente, refuse de l'entendre quand elle lui dit non. C'est un viol. Alors, le monde de Tessa s'effondre avec son intimité ravagée, sa carrière entravée et le pire peut-être, son idéal de la justice foulé aux pieds. Quand on est victime, la mécanique de production de la vérité judiciaire, le prima facie, n'apparaît plus que comme une machine à broyer les êtres. Elle sait qu'elle va perdre et pourtant elle va au bout de son procès. Elle subit ce qu'elle a fait subir. Prima facie, c'est le titre d'une pièce qui connaît un succès international, signée Suzy Miller et jouée à Paris en ce moment au Théâtre du Petit Montparnasse. Élodie Navarre, comédienne hors pair, incarne les deux Tessa avec fougue et prestance. Elle est vénéneuse en starlette du barreau à la recherche de sensations fortes. Elle est bouleversante en femme brisée. Elle a la chance d'être dirigée avec précision par Géraldine Martineau, qui a aussi sculpté de superbes lumières. Ainsi, après le viol, quand elle prend une douche détruisant des indices en même temps qu'elle se purifie de la souillure, un nuage de fumée l'engloutit. Elle entre dans un autre monde, celui des victimes. Le fond de la scène est occupé par un grand miroir qui reflète le public. Cela représente la symétrie de la vie de Tessa, l'avant et l'après-viol. Il oblige aussi ce miroir chacun à se regarder, à s'interroger. Tessa conclut la pièce « Il faut que quelque chose change ». Mais le problème demeure entier en matière d'agression sexuelle. Il faut changer, c'est sûr, sans détruire la présomption d'innocence ni le bénéfice du doute. Si l'accusé est présumé coupable, c'est la barbarie. Prendre le risque d'acquitter un coupable plutôt que d'emprisonner un innocent, c'est la triste grandeur des démocraties. Ce qu'il faut changer, c'est la relation homme-femme dans la société. Ce sera long, il faudra une génération, au moins sans doute plus. Alors les Tessa numéro 2 n'auront plus peur et les Tessa numéro 1 n'auront plus de travail. Et merci beaucoup Christophe Barbier. Tout de suite, c'est la chronique Flashback d'Annabelle Guiraud. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Frédéric. Et bien dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous appréciez. On va commencer avec la musique. Allez, c'est parti. Où ? Sous le soleil espagnol avec Cuando Caliente el Sol, interprété par Talia Ferro, extrait. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. C'est beau, hein? Nous sommes en 1961, quand la chanson Cuando Caliente el Sol est rendue célèbre par un groupe cubano-mexicain, Los Hermanos Rigual. Elle sera ensuite reprise de nombreuses fois. Un succès intergénérationnel et intemporel. Cette chanson a le don de nous transporter sur la plage, là, face à une mer turquoise, la peau hâlée sentant le bon sable chaud et le soleil qui accompagne un rapprochement peut-être charnel. Et quand c'est Talia Ferro qui interprète Cuando Caliente el Sol, une touche de sensualité se rajoute à la mélodie. Talia Ferro, c'est une actrice, écrivaine et chanteuse américaine. Elle a 28 ans quand elle va interpréter cette chanson hispanique pour la première fois. Et on est en 1968, une voix envoûtante sur une musique au style pluriel et quelque peu psychédélique. Et vous, Frédéric, qu'est-ce qui vous séduit le plus ? La voix
La rythmique ou les deux? Alors, c'est la voix, je pense, parce que j'ai fait comme vous, je suis retourné aux sources, j'ai écouté toutes les versions imaginables de cette chanson sublime que j'entendais pour la première fois dans sa bouche à elle, et c'est la meilleure version, sans aucun... Alors, la chanson est splendide, mais elle l'interprète, et puis les arrangements sont fabuleux avec elle et avec personne d'autre, et vous l'avez dit, c'est la chanson idéale, on a l'impression d'être immédiatement sur la plage. Totalement. On voyage. Totalement. Et on va continuer en musique avec un musicien à présent que vous adorez. Eric Truffat. Oui, un trompettiste franco-suisse de jazz, et dans son album Rollin, sorti en 2023, Eric Truffat rend hommage aux compositeurs de musique de cinéma et de séries. Entouré de bassistes, guitaristes, pianistes, batteurs, Eric Truffat nous fait revisiter le son de ses célèbres BO et génériques. Découvrons ensemble un extrait du titre Persuaders Them. Vous avez reconnu? Oui, bien sûr, mais c'est Amicalement Vôtre. Exactement. C'est ce qui est formidable dans ces... Il y a 2 albums, il y a Rollin et ensuite il a fait Clap. Ce qui est formidable, c'est qu'il s'est attaqué à des bandes originales qui ne sont pas les éternelles bandes originales que tout le monde reprend. Vous savez, dès que vous êtes un musicien classique qui a un peu besoin d'argent, vous faites du crossover, vous jouez du Ennio Morricone et un morceau de Gainsbourg entre deux morceaux classiques, histoire de séduire le plus grand public. Lui, il s'est attaqué à des bandes originales pas du tout valorisées. Celle de Tontons Flingueurs, celle de Font Thomas, et il en a fait des perles extraordinaires. Mais il se trouve qu'il y a un lien entre lui et moi, on se connaît, et il y a 20 ans à peu près, je l'avais reçu dans Paris Dernière, et je lui avais dit, mais pourquoi le jazz, les jazzmen ne font plus ce qu'ils faisaient autrefois, reprendre des standards pour en faire du jazz. C'est ça qui a rendu le jazz si populaire dans les années 30, 40. Et là, il a eu la bonne idée de le faire, de suivre mon conseil et de reprendre des morceaux. Tout le monde connaît le générique de Amicalement Vôtre, et on est très content de l'entendre jouer sublimement bien par Eric Truffat et ses musiciens. Bon, et donc on vous le doit un petit peu, Frédéric Tadei. J'ai mal pensé. On va poursuivre en lecture avec un ouvrage que vous avez récemment lu, Féminicène. Oui, Féminicène, un livre de Vera Nikolsky aux éditions Fayard. Dans cet essai, la normalienne et docteur en sciences politiques, Vera Nikolsky revisite l'histoire de l'émancipation féminine dans la perspective de pointer les facteurs qui menacent les acquis. C'est un essai inquiet. Inquiet pour l'avenir de l'humanité avec la crise écologique qui s'annonce comme un désastre pour la condition des femmes. Féminicène, c'est aussi un livre féministe, mais qui paradoxalement relativise l'apport du féminisme. Car les luttes féministes, à en croire Vera Nikolsky, n'ont pas joué un rôle décisif dans l'émancipation des femmes. Le vrai moteur de cette émancipation, ce n'est pas les manifs, non. C'est les actes. Et en commençant par la révolution industrielle, parce qu'elle s'est accompagnée de plusieurs innovations et inventions techniques et médicales qui, par ricochet, ont révolutionné la condition féminine. Frédéric, Féminicène, un livre qui pourrait être d'utilité publique selon vous ? C'est très intéressant parce que tout à coup c'est une relecture de choses qu'on croyait avoir parfaitement comprises, et on s'aperçoit que non, c'est peut-être plus compliqué que ça, et vous l'avez très très bien résumé. On a tendance à croire que c'est parce que les femmes ont manifesté qu'elles ont fini par avoir le droit de vote, et qu'avant qu'elles manifestent, au fond, il ne se passait rien. Pas du tout. La révolution industrielle a préparé le terrain en libérant les femmes d'un certain nombre de tâches domestiques, en leur libérant du temps qui leur a permis de faire des études, de travailler. La révolution industrielle a permis des progrès de santé, d'hygiène, qui là aussi ont été bénéfiques aux femmes, etc., etc. Et à la fin, ça donne des femmes qui travaillent, qui ont des diplômes et qui, évidemment, revendiquent leur droit de vote et l'obtiennent. Alors, elles l'obtiennent en France plus tard qu'ailleurs, 50 ans après les néo-zélandaises quand même. Enfin, elles finissent par l'obtenir. Mais il s'était passé d'autres choses avant qui ont permis ça. Et le livre de Vera est passionnant. Je l'ai reçu plusieurs reprises, à la fois sur CNews, sur Europe 1, dans un podcast pour le mail immédiat. Je l'ai reçu partout tellement je trouve ce livre, effectivement, aujourd'hui, très intéressant. Et puis, vous l'avez dit, et c'est très important, si demain,
parce que on a des problèmes, on a moins d'énergie, par exemple. L'énergie devient plus difficile. Les femmes en seront les premières victimes. Il faut le savoir. Il faut être très lucide, et surtout vous devez l'être. Rien n'est acquis. Si les Américains ont fini par abolir l'esclavage, c'est parce qu'il y avait eu la vapeur qui permettait tout à coup de travailler plus facilement grâce à une énergie quasiment gratuite. Ils n'auraient jamais lâché leurs esclaves sinon. Et les Brésiliens non plus. Là encore, s'il n'y avait pas eu la révolution industrielle, rien ne dit que les hommes auraient été assez gentils pour vous donner le droit de vote. On va terminer cette chronique avec une série que vous appréciez, Feud, à ne pas confondre avec Freud. Oui, Feud, la série anthologique créée en 2017 par Ryan Murphy et qui revient avec une saison 2, Les trahisons de Truman Capote sur Canal+ série. Truman Capote, c'est un écrivain qui a commencé en se faisant connaître avec son roman Petit déjeuner chez Tiffany, qui a été très vite adapté au cinéma. Au milieu des années 60, Truman Capote, c'est aussi l'un des rares écrivains ouvertement homosexuels. Au sommet de sa gloire, il va fréquenter les soirées mondaines et se faire des amis, IES, de riches femmes de la haute bourgeoisie new-yorkaise qu'il surnomme ses cygnes. Et un jour, il est touché par le syndrome de la page blanche, alors que son éditeur le tanne à faire une publication. Alors que fait Truman Capote ? Il décide d'écrire sur les secrets les plus intimes de ses cygnes adorés. La publication fera l'effet d'une bombe pour l'auteur et toutes les protagonistes. Comme vous l'avez compris, Feud, Les trahisons de Truman Capote est un véritable drama queen. Extrait. We made New York the capital of the world. Sex, money, betrayal. We've all done some awful things to each other. Feeling better, now that we're through. That perfume she wears, too much for a woman with her face. God, we hated each other. It hurts terribly when a great friendship is lost. She was always so jealous. What kind of predator does this? Grotesque little affair. Awfully fat. She's been a little nutty since the divorce. So poisonous. Vous avez certainement reconnu les voix de certaines actrices. Car oui, Feud, Les trahisons de Truman Capote, c'est aussi un casting de haut vol. Avec Naomi Watts, Diane Lane, Calista Flockhart, Chloé Sevigny, Demi Moore et Tom Hollander dans le rôle de Truman Capote. Ma chère Frédéric, si on devait résumer vos goûts artistiques, grand fan de musique qui fait voyager, au pays des notes, et puis un amoureux aussi de sciences humaines et sociales. Vous aimez observer, analyser, comprendre le monde qui vous entoure ? Oui, à peu près comme tout le monde. Disons que moi, j'en ai fait quasiment une obsession. Mais dans le cas de Feud, vous l'avez pas dit, mais c'est réalisé par Gus Van Sant. Aussi. Et c'est ce qui fait que c'est une formidable série, extrêmement bien réalisée, très très bien jouée, extrêmement bien écrite, et c'est vraiment tout à fait passionnant, Feud. Mais c'est la deuxième saison. La première saison de Feud, c'était le tournage de Whatever Happened to Baby Jane avec deux actrices qui se détestaient cordialement, qui étaient Bette Davis et comment s'appelait l'autre d'ailleurs, tout aussi connu, avec les grands sourcils. Alors là, ça va devenir compliqué. Les grands sourcils, ça va me revenir. On va y réfléchir. En tout cas, on peut découvrir cette série sur Canal+ série. Merci beaucoup, Annabelle Guiraud, pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre touriste invité aujourd'hui. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, l'introspection, notre coup de cœur du jour. Et puis notre expert Sandy Boulanger. Mais tout de suite, c'est le journal de l'info. Restez avec nous sur Radio J. Un message d'Israël Tzedaka by Kalita. Depuis le 7 octobre, Israël est en guerre. Des milliers de morts et de blessés, des orphelins, des veuves. Israël Tzedaka by Kalita, depuis le 7 octobre, a pris en charge 3292 familles, dont plus de 6000 enfants, ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays. Face à ces nouveaux défis, Israël Tzedaka by Kalita, la seule association qui œuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones, devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide. Jeudi 14 mars, grande journée de collecte sur Radio J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des Olim francophones en difficulté. Israël Tzedaka by Kalita, 01 77 38 49 34 et israël-tzedaka-by-kalita.org.il. Serfa en retour. Israël Tzedaka by Kalita, la solidarité en action. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch.
Tanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 159e jour de guerre contre le Hamas, on ouvre ce journal sur une question. L'offensive israélienne à Rafah a-t-elle commencé ? La menace plane sur la ville la plus au sud de la bande de Gaza depuis que le Hamas a refusé de signer un accord pour libérer les otages avant le Ramadan, mois musulman qui a commencé dimanche soir. En tout cas, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, annonce que l'un de ses entrepôts a été touché par une frappe d'origine inconnue cet après-midi. Israël n'a pas commenté l'attaque pour le moment. Sur le front nord, Tsahal a éliminé un haut responsable du Hamas au Liban, Hadi Mustafa, qui était en charge des activités terroristes internationales. Pascal Sunshine. Mustafa a été tué ce matin par le tir d'un drone contre sa voiture dans la région de Tyr, au sud Liban. Le porte-parole de Tsahal avait réaffirmé il y a quelques jours qu'aucun responsable du Hamas ne serait à l'abri et qu'Israël attendrait jusqu'à les retrouver où qu'ils se trouvent. Le 2 janvier, Tsahal avait d'ailleurs éliminé à Beyrouth Salah al-Arouri, un des chefs du Hamas. Et dans le même temps, le Hezbollah, qui on le sait a ouvert un front au nord d'Israël en soutien au Hamas, a de nouveau tiré ce matin en direction de la Haute-Galilée et du Golan. Plusieurs roquettes ont été interceptées, les autres sont tombées en zone inhabitée. Il n'y a pas eu de blessés. Tsahal a riposté par des frappes contre des positions du Hezbollah au sud Liban. Hier, la milice chiite avait tiré plus d'une centaine de roquettes sur le nord d'Israël, le plus fort bombardement depuis le début de la guerre. Entre-temps, Tsahal a mené de nouvelles frappes contre des infrastructures du Hezbollah dans le sud du pays, notamment à Kantara et à Alma al-Sheb. Dans ce contexte de tensions croissantes, Beyrouth annonce que son pays va déposer plainte contre Israël auprès du Conseil de sécurité de l'ONU suite aux attaques de Tsahal hier à Baalbek, dans le nord-est du Liban. Un attentat a eu lieu à Jérusalem ce matin. 2 membres des forces de sécurité ont été blessés dans une attaque au couteau commise au niveau du poste de contrôle des tunnels à l'entrée de la capitale israélienne. Le terroriste, un Palestinien de 15 ans venu de Judée-Samarie à vélo, a sorti une arme blanche au moment de son contrôle. Il a été rapidement neutralisé et les blessés ont pu être soignés sur place avant d'être évacués. Antisémitisme en France. À Sciences Po Paris, un groupe d'étudiants qui occupait un amphithéâtre en soutien aux Palestiniens a interdit à une étudiante juive d'entrer dans la salle. Et ce, au cri de « Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste », selon l'Union des étudiants juifs de France. Dans un message publié sur X, le syndicat a dénoncé de l'antisémitisme pur. Sciences Po Paris prévoit de sanctionner, je cite, des agissements intolérables. La porte-parole du gouvernement invite de son côté la victime à porter plainte. Vincent Bolloré a été auditionné au Parlement dans le cadre de la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT. Vincent Bolloré qui contrôle le groupe Canal+. Son audition était très attendue car ses prises de parole publiques sont rares. La dernière remonte à janvier 2022 devant une autre commission d'enquête, celle du Sénat sur la concentration des médias. CNews, l'une des chaînes du groupe Canal+, est régulièrement accusée par des personnalités de gauche de promouvoir des opinions d'extrême droite qu'elle conteste. CNews est un succès parce que la chaîne raconte la vérité, a défendu le dirigeant. On l'écoute. Alors est-ce qu'il y a de l'idéologie là-dedans ou chez Cyril Hanouna ? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a une liberté, une joie. Vous savez, les gens rentrent souvent fatigués. La vie en France aujourd'hui est peut-être moins facile que ce qu'elle était avant. Et je crois que les gens sont contents d'allumer la télé. Ceux qui peuvent s'offrir le payant ont Canal et beaucoup de distractions possibles. Et puis ceux qui ont moins de moyens ou pas de moyens, ils ont des chaînes gratuites qu'ils peuvent regarder. Demain, ce sera justement l'employé le plus controversé du groupe Canal qui sera auditionné, l'animateur Cyril Hanouna. Enfin, l'amiral Philippe de Gaulle, fils du général, est décédé à l'âge de 102 ans. Sénateur de Paris entre 86 et 2004 sous l'étiquette du RPR puis de l'UMP, Philippe de Gaulle avait mis fin à sa carrière militaire en 1982. Un hommage national lui sera rendu la semaine prochaine, ce sera aux Invalides. Beaucoup Tanit Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission juste après la pause avec mes invités sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Un message d'Israël Tzedaka by Kalita. Depuis le 7 octobre, Israël est en guerre. Des milliers de morts et de blessés, des orphelins, des veuves. Israël Tzedaka by Kalita, depuis le 7 octobre, a pris en charge 3292 familles, dont plus de 6000 enfants, ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays. Face à ces nouveaux défis, Israël Tzedaka by Kalita, la seule association qui œuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones, devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide. Jeudi 14 mars, grande journée de collecte sur Radio J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des Olim francophones en difficulté. Israël Tzedaka by Kalita 01 77 38 49 34 et Israël-by-kalita.org.il. Serfa en retour. Israël Tzedaka by Kalita, la solidarité en action. Partez à la rencontre de la Société des explorateurs français au Majestic Passy. Le jeudi 14 mars à 20h, le Ciné-Club des explorateurs vous emmène au cœur du Congo avec un puissant documentaire sur les bonobos en présence du réalisateur et explorateur Alain Tixier. Ne manquez pas cette folle aventure et réservez vos places sur dulaccinema.com ou en caisse du cinéma Majestic Passy dans le 16e arrondissement de Paris. Majestic Passy. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci beaucoup d'être avec nous depuis le début de cette émission pour certains. Merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Frédéric Tadei, pour sa collection de livres Birthday Books sortis aux éditions Grasset que Radio J offre aujourd'hui à Madame Gisèle Serfati. Merci beaucoup et puis bravo pour avoir gagné. Dans cette partie d'émission à présent, Frédéric Tadei, une séquence particulière chère à mon cœur avec une citation tout d'abord d'Oscar Wilde qui dit: parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Essayons, si vous le voulez bien, de faire ça maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. La première est celle-ci, même s'il n'y a pas de nostalgie, Frédéric Tadei. Si vous aviez une possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? A priori, je ne changerais rien. Je vous dis, par moments, je me dis, j'aurais pu faire des études, mais j'ai l'impression d'avoir fait mes études à moi. Pendant ces 10 années de vacances, je me suis allé, j'ai lu, je me suis intéressé à tout ce qui m'intéressait. Aujourd'hui, je peux sauter du coq à l'âne, justement. Franchement, rien. Y a-t-il un conseil que vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? Je l'ai donné à mon fils. Je lui ai dit, la vie est belle pour ceux qui n'en ont pas peur. Y a-t-il eu alors un plus bel âge dans votre vie et pourquoi ? Non, il n'y a pas eu de plus bel âge. Il y a toujours des moments merveilleux dans chaque âge. C'est la preuve, c'est les Birthday Books. Et dans la mienne aussi, il y a eu des moments de tristesse aussi. Mais non, il n'y a pas eu de plus bel âge, franchement. Y a-t-il une chose, de prime abord difficile, mais que vous avez résolue ? Que ? Vous avez résolu. Oh oui. Quand vous n'avez pas fait d'études, vous n'avez jamais travaillé, vous avez 29 ans et qu'on vous dit ce serait peut-être temps de t'y mettre, vous avez intérêt à résoudre le problème assez vite. Moi j'ai créé un journal, j'étais pas devenu écrivain, je me suis dit, autant me servir de ce que j'ai fait jusqu'à présent en écrivant. J'ai fait un journal et puis j'ai écrit à peu près la moitié du journal. Frédéric Tadei, qu'aimeriez-vous faire mais que vous ne faites pas ? En ce moment, voyager, ça me manque terriblement. J'ai fait le tour du monde. Je n'en suis pas là. LAS. Je sais que je n'ai quasiment rien vu, même si je suis allé dans beaucoup d'endroits. Et il me tarde de reprendre ça. Une destination, la première ? Là, j'ai envie de retourner en Asie. Mais c'est obsessionnel. Tous les matins, j'y pense. Là, vous m'en parlez, j'y suis déjà. On voyage avec vous. J'embrasse Alban Bartoli qui est au Japon. Au Vietnam. Et j'embrasse Alban Bartoli qui est au Japon en ce moment pour une tournée. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous allez vous souvenir toute votre vie selon vous ?
c'est quand j'ai vu pour la première fois sortir un birthday book, le 17 ans. Tout à coup, Olivier Nora, le patron de Grasset, me l'a donné dans la main et je n'en revenais pas. Pourtant, j'ai suivi tout le processus du début à la fin, mais tout à coup, je l'avais dans la main et je vous l'ai dit, j'ai eu cette idée, j'avais 56 ans et là, je venais d'en avoir 63 quand je l'ai eu dans la main. Vous voyez ? Un moment de votre vie particulier à 17 ans alors ? À 17 ans, je crois que c'est là que j'ai fumé ma première cigarette et je fume encore. Si je vous parle à présent, Frédéric Tadei, d'amour, comment cela résonne pour vous ? Ça reste la grande aventure, j'allais dire d'une vie, en tout cas de la mienne. Voilà, il se trouve que j'ai pas fait de guerre, je n'ai jamais été près de mourir de faim. L'aventure, pour moi, j'allais dire même la jungle, c'est l'amour. C'est l'amour qui nous emporte, qui nous abaisse, c'est à la fois une tragédie quand ça se passe mal et un paradis quand ça se passe bien. Si vous pouviez changer une seule chose au choix, sur votre corps ou bien sur votre personnalité, ce serait quoi ? Je me rajouterais 5 points de QI. Peut-être pour devenir président, parce que c'est la question suivante. Si vous étiez président, Frédéric Tadei, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? C'est de me destituer immédiatement. Vous êtes beaucoup à me dire ça. Franchement, ce serait pas un cadeau. Je suis pas. Ah, je sais pas. Non, je peux être un bon animateur d'émission, je peux être des tas de trucs, mais président, non. D'ailleurs, je comprends même pas qu'on puisse avoir envie de l'être. Beaucoup me disent ça, justement. Pour terminer avec vous, ce questionnaire, Frédéric Tadei, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Mais vous savez, quand vous faites de la télévision, de la radio, on retient pas grand-chose de vous parce que ça se volatilise. À notre grand regret. Voilà. Maintenant, je vous dis, j'ai l'impression que j'ai une petite place dans l'histoire de la télévision quand même. J'ai fait Paris Dernière, j'ai fait Dardar, j'ai fait Ce soir ou jamais. C'est des émissions très emblématiques de leur époque, donc je pense que dans l'histoire de la télé, il y aura une petite place. Et si, grâce aux Birthday Books, on pouvait désormais s'intéresser à l'âge en tant que potentiel, c'est-à-dire que d'historien, là, j'ai fait des livres de pop culture, j'en suis très fier, je les trouve formidables. Mais c'est de la pop culture, c'est des petits livres de poche, ça coûte 8 €, ça se prend pas au sérieux. Mais c'est sérieux. Et si demain des historiens et des sociologues se penchent sur la question de l'âge, je suis sûr qu'il y a des tas de trucs à découvrir, des choses qu'on découvre déjà en lisant les Birthday Books d'ailleurs. C'est aussi ça que j'aimerais qu'il reste. J'aimerais qu'on fasse encore des Birthday Books dans 40 ans. Quel est votre âge préféré dans les livres ? Franchement, il n'y en a pas, ils sont tous dingues. Je suis d'accord avec vous. Ils sont tous dingues. Vous êtes sidérés de voir ce que les gens ont été capables de faire et aussi ce qu'ils ont raté. Ce qu'ils ont raté à chaque âge. Vraiment, parce qu'il y a aussi des catastrophes, c'est important de le rappeler. Il y a toutes les catastrophes et vous êtes toujours étonnés de votre proximité. Je vous mets au défi, vous mettez quelqu'un qui a 18 ans, vous lui donnez le Birthday Book 18 ans, il y a une fraternité quasiment sidérale entre lui et tous ceux qui ont eu 18 ans avant lui et qui va retrouver là dans ce livre à ce moment-là quand ils ont 18 ans et s'il lit les romans qui ont été écrits par les gens de 18 ans, s'il écoute les musiques qui ont été faites par les gens de 18 ans ou s'il voit les films faits par des gens de 18 ans, donc de son âge, et ça il sera le premier à pouvoir faire ça. On pouvait pas, nous on savait pas à quel âge avaient été faites les choses, mais là grâce aux Birthday Books on peut à 18 ans, on peut à 40 ans, on peut à 50 ans, et bien je suis sûr qu'il va les trouver encore mieux que s'il les avait découverts à un autre âge. Frédéric Tadei, à présent, on va découvrir un coup de cœur ensemble sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Nourrit Citruc. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. C'était -1. Je vous ai téléphoné il y a très peu de temps. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui parce que je sais que vous êtes très prise. Vous êtes, il me semble, directrice d'une agence événementielle. C'est ça. Mais pas seulement, qui ne fait pas seulement cela. Cette agence s'appelle à la base Enjoy. Vous avez créé des événements pour la communauté juive, mais j'imagine pas seulement. Bien sûr, comme une grande partie de nous, vous avez été touché par ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre. Et suite à la sortie de la capturation de Mia Shem, devenue pour beaucoup un symbole, avec son tatouage « We will dance again », vous avez été touché et vous avez eu une idée. Alors c'est bien ça, j'ai à la suite de la sortie de Mia pour qui j'étais très inquiète, il y a quelque chose en elle qui m'a beaucoup touchée, bien que je prie encore à aujourd'hui pour les autres otages.
Mais il y avait quelque chose avec elle. Et c'est vrai que quand elle a sorti son petit slogan de We Will Dance Again, j'ai tout de suite eu envie d'en faire quelque chose. Et par les connexions que j'ai par mon métier, je me suis dit que de faire des sweats, des t-shirts et des petits accessoires de mode assez sympas, ce serait une bonne idée et ça nous permettrait de récolter des sous. Et voilà, ça fait 3 mois que ça dure. C'est intensif. Ma boutique ne ressemble plus à rien. J'ai des paquets de partout. Mais c'est tellement réconfortant de voir la solidarité autour et pas que du peuple juif. J'ai beaucoup de non-juifs qui me les achètent et je reçois beaucoup de messages de soutien et c'est vraiment... c'est adorable. Et voilà, et donc on s'arrête pas. Là, on vient de sortir, il y avait le gala... Left Of, mais on va en parler dans un instant. Vous avez fait, dans cette envie, au départ, avant même d'arriver à tout créer, appel à une association qui s'appelle Left Of. En parallèle, vous êtes bénévole depuis pas mal d'années, plus de 10 ans dans cette association, qui au départ vient en aide envers les familles les plus démunies en France, mais qui a aussi une action en Israël depuis le 7 octobre. Et vous connaissiez donc la directrice de Left Of, on va dire cela comme ça, qui connaissait la maman de Mia Shem, visiblement, donc Keren, et vous avez décidé de partir toutes les deux en Israël pour rencontrer la maman de Mia, mais aussi Mia, dans le but de leur proposer ce projet. Alors, c'est tout à fait... Enfin, c'est pas exactement ça, mais c'est ça. Alors, corrigez-moi, il faut que ce soit clair. Donc, je suis bien bénévole chez Left Of depuis une dizaine d'années. Et en fait, j'ai tout de suite pensé à eux pour m'associer pour ce projet et faire cette collaboration. Je suis pas du tout... moi, je me sentais pas du tout de ramasser de l'argent ou quoi. Donc, tout passe par eux. C'est une action qui est totalement bénévole de ma part. Je n'encaisse rien au magasin ni rien. Tout part chez eux. Et... par contre, j'avais une de mes anciennes clientes que j'aimais beaucoup qui a été photographiée avec la maman de Mia. Et c'est avec elle que je suis rentrée en contact. Et depuis, c'est devenu... elle fait partie de mon top 5. Et voilà, elle a été absolument exceptionnelle. Elle m'a suivie tout de suite. On est parti même pas 48 heures en Israël. Et on a été à la rencontre de Mia. On lui a proposé notre idée parce que ça me dérangeait beaucoup. En fait, j'ai trop vu ce slogan sur les réseaux où 10%, 5%, quelques trucs. Enfin, on savait pas trop, c'était pas clair. Et je me sentais pas du tout de tirer profit de ça et encore moins de pas lui en parler avant. Donc, je suis allée à sa rencontre pour lui demander un peu la permission. Et on a décidé ensemble de faire cette action à la mémoire d'Elia Toledano, dont j'ai rencontré le frère aussi sur place. Et en fait, voilà, depuis, je pense qu'on a un bon mood parce qu'on ramasse des sous, on fait de belles choses et on en est très fiers. Alors, une question que les gens doivent se poser, vous ne gagnez rien, c'est merveilleux. Voilà ce que vous êtes en train de nous dire, mais il y a forcément un coût de départ. Quand vous achetez un sweat, par exemple, cet argent-là, j'espère bien que vous vous remboursez, c'est quand même le minimum syndical. En fait, au début, c'était parti, je m'étais dit, je vais lancer une petite collection avec une cinquantaine de pièces. Donc, je m'étais dit, je l'ai fait moi. Et bon, après, c'est vrai que victime de notre succès, j'ai pas eu le choix. Mais le partenaire avec qui je travaille et qui me fait la fabrication des suites et le marquage des suites est totalement bénévole aussi. Donc, on achète juste les suites. Voilà. Le marquage se fait, les livraisons se font, enfin, tout est bénévole. La production est gratuite, mais quand même, la matière première, dirons-nous comme ça, c'est quand même le minimum syndical. Aujourd'hui, donc, vous proposez des sweats, des t-shirts, casquettes, tote bag. Ça va de 15 à 49 euros. C'est quand même vraiment pas excessif pour une bonne action. De la taille, je crois, S ou XL pour ce qui est des vêtements. On a dû monter au double XL. Double XL. Ah, c'est très bien, c'est une bonne chose. Elia Toledano, pour la parenthèse, c'était le meilleur ami de Mia. Elle a tout validé avec vous. Elle vous a dit quoi ? Elle a été très touchante, tellement adorable. Et à la fois, on sentait une telle souffrance dans son regard. Enfin, c'était très déstabilisant comme rencontre. Et en même temps, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et elle nous a dit, on a été sur place, on lui a emmené nos vêtements, elle les a validés. On a fait des photos avec elle, surtout avec sa maman, avec le sweat, la casquette. Et voilà.
Bon, j'ai très envie de voir les produits. Est-ce qu'on a quelque chose aujourd'hui? On va sur le site internet. C'est pas grave, vous inquiétez pas, parce que justement, on a l'avantage d'être à la radio, dire que voilà, tous les fonds sont reversés à Israël, c'est important de le dire, que c'est reversé à l'association Leftov qui fait le nécessaire, association que l'on connaît bien. C'est reversé à l'association Leftov. Leftov qui s'occupe de redistribuer pour ceux qui en ont besoin en Israël. On peut acheter vos produits sur, alors là, notez bien, www.allodon.fr/leftov/catégorie au pluriel /WWDA. Je le dis parce que j'ai essayé sur allodon.fr/leftov et on n'y a rien. Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le page Instagram de enjoy.paris, donc njoy.paris, ou de Leftov Paris, et vous avez en bio le petit lien Allodon pour vous rendre directement dessus. Voilà le plus simple, et j'ajoute en parallèle de tout ce qu'on vient de se dire, Nourit, que bien évidemment un encart avec des dons libres sont possibles, disponibles pour pouvoir donner en Israël pour ceux qui auraient envie de le faire. Merci beaucoup Nourit Citruc d'être venu nous voir. Vous revenez quand vous voulez. Merci sur beaucoup. Radio J. Et le gala avait l'air merveilleux. C'était merveilleux. Bien. C'était un grand moment de solidarité. C'est une très belle association. Et vraiment, on a été subjugués par le nombre de personnes présentes. On en a encore refusé le jour même. Et vraiment, c'est une association qui mérite vraiment, vraiment d'être connue parce qu'on fait vraiment de très, très belles choses. Merci beaucoup Nourit Citruc d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio J. À retrouver donc tous les produits sur Enjoy, sur la page Instagram. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours, à la fin de cette émission, Frédéric Tadei, je vous ai vu lever les yeux, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à faire puisque tout est entre les mains de Sandy Boulanger avec ses petites notes qui ont été écrites au fur et à mesure que nous nous sommes parlé. C'est une forme de débrief. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle. Bonjour Frédéric Tadei. Oui, ne vous inquiétez pas. Je n'ai fait que vous écouter avec attention, comme si je ne vous avais jamais entendu de ma vie. Et nous avons partagé une émission assez renversante quand même, je trouve. On va commencer par les 3 mots que vous aviez choisis quand même pour redonner un peu de structure dans tous ces chamboulements. Vous aviez dit orgueil, malheureusement, dandy, sûrement, et touriste passionné. Alors, le début toujours propre chez Cyrielle, c'est l'enfance. Ben oui, la vôtre semblait être parfaite avec des parents aimants qui vous ont donné confiance en vous en ayant confiance en vous. Alors ça, c'est quand même extraordinaire comme transmission. Et puis, vous vouliez tôt quand même avoir une vie de grand, une vie d'adulte, enfin de permission, quoi. Mais juste pour voir tous ces films qui vous étaient interdits et que vous estimiez seulement faits pour les gens de votre âge, finalement, de 12-13 ans, oui, bien sûr. Alors, une décennie à vous chercher, dites-moi, Frédéric, c'est quand même plus rapide que ce qu'Ulysse a traversé. Et vous vous cultivez pendant cette période. L'écriture au cœur, comme un fil d'Ariane. Un voyageur donc, Puis lorsqu'il partage ses récits, vous savez ce qu'il devient. Un héros. Bah oui. Parce que vous dites que quitte à être, autant être grand, Oui, ça aide. Sinon, c'est vrai que c'est moins sympa. Alors vous avez de la chance quand même un peu dans votre carrière. Vous dites qu'elle repose sur 8 coups de fil. Mais pas d'Ariane cela, non. Dandy, oui, un peu parce que vous avez la classe. Mais celle qui est maîtrisée, recherchée et surtout amusée. Dans votre langage libre et sincère. Et lorsqu'on est payé, dites-vous, on répare les erreurs de ceux qui sont en dessous avec respect. C'est pas tant de l'orgueil, ça, alors. Si, c'est de l'orgueil. Bon, vous avez envie de vous déguiser avec, alors, on vous a vu. Dans vos paradoxes, qui ne s'affrontent jamais, d'ailleurs, puisque c'est le propre du paradoxe, on sent qu'il y a de l'intimiste et jusqu'au grand public, des émissions qui pour vous sont innovantes et je dirais même très atypiques. Vous avez l'air d'avoir pas de soucis ou pas de pudeur, peut-être. Parce que je crois que vous êtes très vaste dans vos facettes de personnalité et donc insaisissable ou difficilement cernable. Oui, donc du coup, j'imagine que ça vous amuse autant que ça vous apaise, toute cette grandiosité. Et c'est pour ça que vous l'appelez l'orgueil ? Peut-être bien. Peut-être. Vous dites être neutre au travail, dans le respect des règles et de la loi.
Et cette neutralité vous permet de voyager dans tous les états d'être et de stimuler votre pensée critique, sans orgueil ni préjugés peut-être alors. D'une idée de cadeau idéal, eh bien ça tire un fil philosophique quand même un peu sur l'importance de l'âge, dans un symbolique, mais surtout avec un sens au fond d'allégorie de l'histoire, de l'être humain. Peut-être aussi cette curiosité de la simple complexité des gens. Et puis on nous fait un peu quand même le même métier, je crois que nous faisons un peu le même métier dans la psychologie. Moi et vous et moi, nous collectons les expériences de vie, nous les fédérons. Et puis tel un benchmark, on apprend comme ça à distribuer pour fluidifier les esprits, le mental, la confiance en soi. Alors, c'est important d'avoir une référence pour pouvoir avoir confiance en soi et avancer, disons, peut-être avec une petite boussole en main à chaque âge. Hein C'est magnifique pour un orgueilleux quand même, non, de vouloir délivrer ça au monde. Ah oui, Ouais. et un orgueilleux peut être très généreux. Vous l'êtes, assurément. Vous êtes excité, vous nous avez dit, par la sortie de vos birthday books. En ce moment, c'est ça qui vous occupe beaucoup. Et puis, vous avez un peu peur quand même de connaître l'oubli de telle ou telle personne. Vous, ce touriste, ce voyageur, Odysséa donc encore, hein, pour qui le drame homérien, vous vous souvenez, c'est l'oubli du nom. Ouais. Frédéric, vous nous partagez le chiffre de votre âge. Mais c'est beaucoup plus que ça que vous nous partagez aujourd'hui en toile de fond. C'est la réflexion existentielle que vous semblez vouloir joyeuse et référencée, mais pas dramatique quand même, hein ? Non. C'est sûr que ça aide à traverser ces dédales, non ? Bah oui, on va surtout pas dramatiser quelque chose d'inéluctable. Je plus sois. Avoir une structure, ça semble être important pour vous, comme les feuilles étalées devant vous, pour canaliser le flux de vos pensées, j'imagine, vaste et dense, hein, toujours, avec un peu de rigueur quand même, hein, dans l'océan curieux et créatif de votre esprit. Alors vous avez raison Frédéric, ne changez rien, vous êtes un stimulant voyageur, charmant, exigeant et ouvert, et puis vous écrivez la vie, nos vies, les vôtres, pour tout voir, pour tout être, pour tout faire, avec cette obsession grandiose de vivre avec amour. Alors, merci de nous permettre d'affronter l'espérance. C'est moi qui vous remercie. J'ai jamais autant aimé un moment de psychologisation. Et à l'antenne, merci beaucoup Sandy Boulanger, notre thérapeute que l'on retrouve tous les mercredis sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et puisque vous avez envie de voyager forcément, un peu de soleil avec Talia Ferro avec vous aujourd'hui sur Radio J. Frédéric Tadei, vous êtes venu nous voir pour votre collection de livres Birthday Books sortis aux éditions Grasset. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Franchement, j'ai passé un très bon moment. 1h30, ça passe vite. Hein. C'est fou. Moi, j'ai fait des émissions d'1h30, mais il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup d'invités. Là, j'ai l'impression qu'on allait s'ennuyer de moi, mais enfin avec moi, plus exactement. J'espère que ça n'est pas le cas. Le temps est passé très vite pour nous tous, croyez-le, Frédéric Tadei. Merci à Nourit Citruc de Enjoy d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J pour les produits griffés We Will Dance Again à retrouver sur la page Instagram. Notez qu'on peut réécouter cette émission sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Delphine Orviller pour son livre Comment ça va pas aux éditions Grasset. On va penser à faire un partenariat avec les éditions Grasset. À demain, belle journée à tous sur Radio J.